matin, nous n'allons pas perdre de temps. On est parti pour une longue journée, vous avez tenu hier, en tout cas la plupart. Et aujourd'hui, alors nous avons un programme alléchant qui va commencer dès maintenant sur la réglementation de l'importation de produits agroalimentaires en France et en Europe. Il y avait déjà une représentante hier de Alep Academy. Et aujourd'hui, c'est son représentant direct, M. Aziz Ndiaye, qui a 7 ans d'expérience, qui va nous parler de tout ce que Alep fait, même si déjà, je suis un peu fâchée parce que je ne vois aucune mangue. Bon, peut-être que ça va arriver. C'est pas la saison. C'est pas la saison, et bien voilà. Monsieur Ndiaye, vous avez la parole. Bonjour à tous. Avant de me présenter, je vais déjà commencer par vous raconter une petite histoire. Donc, c'est l'histoire d'un jeune Africain qui a quitté son beau pays, le Sénégal, et qui s'est retrouvé en France pour ses études, du coup, un peu le parcours classique comme tout jeune Africain. Donc, à l'issue de ses études, il a eu une opportunité de travail, du coup, il est resté un peu plus longtemps que prévu. Et suite à ça, comme tout Africain, quand il a ses moyens, la première chose qu'il fait, c'est de retourner dans son pays en vacances, retrouver sa famille, retrouver ses amis et profiter le peu de temps de vacances que l'on nous accorde ici. Donc au fil des années, ce jeune Africain a pris du coup ses économies pour faire venir ses parents, pour changer un peu la routine. Et lors de l'arrivée de ses parents, en allant faire ses courses avec son papa, dans les magasins européens, le papa qui a toujours pour habitude de consommer des produits africains, donc que ce soit ses plats ou même ses fruits, voulait acheter des fruits exotiques. Donc pour les Européens, ça s'appelle des fruits exotiques. Donc du coup, dans les rayons des fruits, il a constaté le prix ahurissant des mangues. Les mangues, à cette époque-là, on était en plein mois de juillet, c'était en pleine saison de mangue, donc pour répondre à votre question. Et il a constaté que la pièce était à 5 €, ce qui est incroyable, vraiment très cher. Il avait sorti à ce jeune homme cette fameuse phrase qu'on joue au foot au pays avec ce fruit. Donc il y a vraiment quelque chose à faire de 0 à 5 € la pièce. Donc c'est à partir de là que l'histoire d'Anep a commencé. Et ce jeune homme, c'est Aziz Ndiaye, donc je me présente, fondateur d'Anep Compagnie. Donc c'est à partir de là que cette société a fait partir de 0 € la mangue. Du coup, le fameux papa est là, donc c'est mon papa. Donc la moralité de l'histoire, ce n'est pas, j'ai pas envie de garder ce cliché du jeune Africain qui part de rien et qui réussit, mais c'est une question de vision. C'est-à-dire tous les jours, nous tous, nous faisons des courses, on va au supermarché, on constate nos produits africains, mais on n'a pas cette vision à se dire qu'on peut le ramener, qu'on peut être acteur de cette chaîne-là et ne pas laisser d'autres personnes étrangères sans le prendre et en profiter. Parce que l'idée, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit de le faire, c'est que nous avons la légitimité de le faire et on a la capacité de le faire. Donc, pour mieux me présenter, j'ai 7 ans d'expérience dans le domaine. Donc, j'ai commencé en 2016 la société. J'ai commencé à exporter avec le marché français. Donc, tout Africain, quand il pense exportation, forcément son premier marché, c'est la France. Peut-être parce qu'il n'y a pas de barrière de langue, il y a aussi cette histoire qui nous lie à ce pays. Et du coup, à travers la France, j'ai pu m'exporter aussi dans d'autres pays européens, comme la Suisse, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique aussi également. Et aujourd'hui, on exporte aussi dans le Moyen-Orient et même dans d'autres pays africains. Parce que souvent, on a tendance à penser que l'exportation, c'est seulement l'Europe, mais d'autres pays africains ont besoin des fruits africains, parce que les saisonnalités ne sont pas les mêmes, les pouvoirs d'achat ne sont pas les mêmes. Si vous observez aujourd'hui le Nigeria, ils sont 200 millions d'habitants, donc ce qui est énorme, et dans les années à venir, ils vont passer à 400 millions.
Donc ils vont même dépasser les États-Unis pour vous donner une idée du marché potentiel en Afrique. Donc à côté de l'exportation, je suis aussi consultant. J'accompagne des jeunes, principalement les jeunes de la diaspora, mais l'idée c'est vraiment d'accompagner toute personne africaine ou non à vraiment se lancer dans cette activité, parce qu'il y a beaucoup à faire dans l'agrobusiness en règle générale, pas seulement l'import-export. C'est normalement l'essence même aujourd'hui du développement africain. À côté de ça, je suis aussi consultant pour les organisations internationales. Je travaille à Genève pour l'ITC en tant que consultant indépendant, qui est une agence de l'Organisation mondiale du commerce. J'aide à accompagner les entreprises africaines à s'exporter de plus en plus dans les marchés européens, puisqu'il y a un énorme besoin. L'idée, c'est... Merci. L'idée, c'est vraiment de répondre aux besoins, parce que jusqu'à ce jour, les produits africains que l'on constate dans les grandes distributions, ce sont des produits de luxe. Aujourd'hui, la mangue reste chère, l'ananas c'est cher, le piment rouge, le gombo, tous ces produits africains restent très chers. Et le paradoxe, c'est qu'en Afrique, ces mêmes produits pourrissent entre les mains des producteurs. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Vous, en tant qu'Africain de la diaspora, vous avez ce rôle, on peut même parler de devoir, vraiment, à valoriser ces produits-là, à être ambassadeur de ces produits. C'est un bout de vos pays que vous essayerez de mettre en valeur auprès de ces acheteurs. Donc, pour parler de mon background, j'ai un parcours assez classique, licence master commerce international et management marketing. C'est pour vous dire que j'ai eu aucune expérience dans l'agrobusiness quand j'ai démarré, donc il n'y a pas de barrière d'entrée, chacun de vous peut le faire, vraiment. Ça demande juste, on va dire, un mindset, une vision, la mentalité aussi de travailler. Il n'y a pas de secret pour le travail. Et vraiment, vous avez le profil pour. Parce qu'à la fois, vous avez cette culture européenne, vous arrivez à vous intégrer, à comprendre comment fonctionne la vie en Europe, mais vous avez aussi cette culture à échanger avec un paysan au fin fond du pays en Afrique. Donc, vous avez, on va dire, ce profil hybride qui peut, en tout cas, être en match avec cette activité-là. Aujourd'hui, grâce à ANEP Academy, qui est la branche, on va dire, consultance, on a pu accompagner une soixantaine d'entrepreneurs qui aujourd'hui sont actifs dans l'exportation, qui exportent aujourd'hui des centaines de tonnes, dont je suis fier, parce que grâce à notre formation, nos outils qu'on a mis à disposition, on les suit jusqu'à aujourd'hui, on les accompagne et ils sont en train de faire des grandes choses. Alors aujourd'hui, quand j'ai lancé cette activité, l'idée c'était déjà de créer un lien avec mon pays d'origine, le Sénégal, mon beau pays. L'impact que je voulais avoir n'était pas seulement la rentabilité, sauf que c'est vrai que c'est indispensable pour une structure, mais dans cette activité, ce que je regrette, c'est d'avoir pas commencé plus tôt, parce que l'impact social que j'ai pu créer à travers cette activité est inestimable, l'impact environnemental aussi, sans pour autant avoir à agir. Le business agit tout seul, ça crée directement de l'impact. Quand j'ai commencé cette activité, j'étais salarié aussi, comme tout jeune Africain après ses études. Je me rappelle que j'avais une position, on va dire, quand j'ai démarré, les regards étaient toujours différents. On me regardait d'une manière pour me faire comprendre que je n'étais pas à ma place. Plus j'évoluais au sein de la société, plus je sentais que je n'étais pas à ma place. Et au niveau reconnaissance également, on a toujours cette attente de reconnaissance qu'on n'a pas quand on travaille en tant qu'employé. Et aussi culturel, ça veut dire qu'on ne se retrouvait pas. Donc quand j'ai lancé cette société, tout matchait. C'est-à-dire quand j'allais voir les clients, le fait qu'ils me voyaient en tant qu'Africain, c'était légitime. Parce que j'étais un Africain qui présentait des produits africains. Donc c'est comme, je dis toujours cet exemple,
Quand on veut aller acheter des pizzas et qu'on fait face à un Français ou à un Italien, on va naturellement chez l'Italien. Pareil pour les sushis, on va naturellement chez le Japonais que chez le Français. Donc c'est un peu pareil pour nous, on est accueillis à bras ouverts et on est légitime dans ce qu'on fait. Donc on n'a pas cette honte à... J'ai eu à faire des prospections en changeant mon nom. Vas-y, ça n'allait pas, il fallait s'appeler Franck, ou il fallait être au back-office, il ne fallait pas se montrer en face de ses clients. Et là, c'est tout le contraire. Donc, il y a déjà cet avantage qui m'a poussé à vraiment me lancer dans cette activité. L'autre point, c'est que chaque exportation de produits que l'on fait, on change des vies. On ne se rend pas compte, mais on exporte avec des produits qui viennent des villages, pas des capitales. Donc, on a un impact direct sur la vie de ces jeunes enfants. Donc, moi, ça me touche énormément quand chaque année, on distribue des kits scolaires à ces enfants-là. Sans les distribuer, on crée déjà un impact parce qu'on fait travailler leur maman et c'est des enfants, des femmes qui nous aident à conditionner nos fruits qui sont aujourd'hui récompensés de cette manière-là. Donc vraiment, bravo à ces superwomen, comme je les appelle, qui sont vraiment des femmes fantastiques qui sont payées au jour. Nous, on fait tout notre possible en tout cas, d'améliorer leurs conditions de vie. Et aujourd'hui, je ne peux plus les abandonner. C'est que la motivation, ça peut venir des parents, des proches, mais surtout de ces femmes-là. Quand on les rencontre, c'est encore plus impactant. Et leur reconnaissance, inestimable. Leur prière, inestimable. Donc vraiment, quand on associe tout ça, cette activité, elle est noble. Voilà. Donc voici quelques photos de nos interventions au Sénégal, au Togo aussi. Chaque année, on a pour objectif quand même de faire venir nos clients pour nous accompagner, pour qu'ils observent aussi l'impact qu'ils réalisent à chaque achat de produits. Et l'idée, c'est vraiment d'améliorer de plus en plus d'année en année nos objectifs du point de vue social. Donc le côté social, il faut vraiment que ça vienne, on va dire, même si ça ne vient pas du cœur en faisant cette activité, ça le fait systématiquement. Maintenant, on va parler aussi de l'activité, parce que sans rentabilité, on ne peut pas aider non plus. L'idée, c'est de s'aider soi-même. Je crois que c'est capital. Et pour vous parler de ça, moi, quand j'ai commencé en 2016, la prospection, ça a été très facile. Je pense que chacun parmi vous, quand vous allez commencer à contacter les clients, vous verrez qu'ils ont tous des besoins. Ils ont vraiment tous des besoins. Et ils n'arrivent pas à couvrir le marché avec les fruits exotiques. Et on voit d'année en année dans les supermarchés que les rayons des fruits exotiques prennent de plus d'ampleur. Moi, je suis content aujourd'hui d'aller à Grand Frais et de trouver des gombos aujourd'hui. J'en ai même vu des petits colas, pour vous dire. Donc, il y a vraiment tout à faire. Et on est dans cette vague-là. C'est vraiment un métier qui ne fait pas plus de 20 ans dans l'exportation. Peut-être la Côte d'Ivoire, ils ont plus cette expérience avec le cacao. Le Ghana aussi avec le cacao, il représente à eux 70% de la production mondiale. Mais quand on parle de fruits, de manière structurée, organisée, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a vraiment une marge, sachant que chaque pays d'Afrique a ses richesses et c'est à exploiter. Donc ma première commande, elle est partie de rien, hein, c'est sur un de mes premiers appels, un client suisse, il me semble, qui m'avait demandé une palette. Donc une palette, c'est l'équivalent de 500 kilos. Ça représentait en investissement à peu près 1500-2000 euros. À cette époque, je n'avais pas vraiment les moyens. J'ai pris le risque de prendre mon loyer et de le miser sur cette commande. Donc voilà ce que ressemble une palette de mangue, c'est à peu près 500 kilos, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc c'est une variété qu'on appelle la variété Kent, on aura l'occasion de voir ça plus tard. C'est pas la meilleure des mangues. Aujourd'hui, nous, Africains, quand on achète des mangues au supermarché, ou ici de règle générale, on a tendance à dire que c'est pas les mêmes mangues que l'on consomme, que l'on mange.
ils ne sont pas assez sucrés, c'est pas assez intense en termes de goût, mais c'est une variété Kent qui est une variété hybride qui a été créée par l'être humain pour vraiment que ça puisse résister au transport pendant l'exportation, parce que l'exportation se fait par voie maritime ou par voie aérienne. Donc du coup, pour le consommateur final qui est donc l'Européen lambda, ce produit lui convient parfaitement. Donc c'est le produit le plus adapté pour l'exportation. Ce produit, ça vient du Sénégal. J'ai commencé avec le Sénégal. La stratégie de ANEP, c'était vraiment de travailler avec mon pays d'origine à la base. Donc c'était pas vraiment une stratégie, c'était le cœur qui a parlé. Et avec le temps, quand j'ai commencé à exporter la mangue sénégalaise, j'ai constaté, et pourquoi la mangue? Parce que c'était le produit qui avait le plus fort potentiel d'exportation au Sénégal à cette période. Donc la mangue, quand j'ai commencé avec le client, la saisonnalité passait de juin à août. Après le mois d'août, il n'y avait plus rien. Donc il fallait attendre à nouveau la nouvelle saisonnalité de la mangue. Du coup, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est du coup de se diversifier sur d'autres pays d'origine qui n'ont pas les mêmes saisonnalités. Par la suite, le client, cette stratégie a été faite de manière naturelle. C'est-à-dire le client m'a demandé, Aziz, c'est très bon ce que tu m'as ramené, mais c'est assez court, qu'est-ce que tu peux me ramener de plus? Donc à partir de là, je me suis dit, les mangues, où est-ce que je pourrais m'en procurer hors période Sénégal? Donc il y avait la Côte d'Ivoire, qui commence plus tôt. Ensuite vient le Mali et le Burkina Faso. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai diversifié le produit par sa saisonnalité. Par la suite, après ces saisons, donc, qui couvrent de mars à août, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Donc on s'est diversifié sur d'autres produits tels que l'ananas, le noix de coco, l'ananas qu'on trouve du Togo, du Bénin. Voilà. Est-ce que parmi vous, il y a des Burkinabés? Non? Au bout? Donc le Burkina, qui est un beau pays, vous avez beaucoup de potentiel d'exportation sur la mangue transformée, surtout la mangue séchée. Je pense que j'aurai le temps d'en parler. On peut parler aussi, quand on parle d'exportation, sur d'autres produits, on verra ça un peu plus tard. Mais pour vous dire que chaque pays a ses propres richesses, en fait. Il faut savoir exploiter selon vos origines. Les Ivoiriens, je pense qu'il y en a plus que des Burkinabés, j'imagine. Voilà. Donc, je crois que la Côte d'Ivoire est le pays qui a plus de potentiel de marché d'exportation en termes de variété de fruits. Mali, Sénégal, je pense que c'est la même chose. Mali? Non? Mali? Stéphanie? Mali, après, il y a quelques contraintes politiques qui font qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile d'exporter. Mais néanmoins, il y a toujours des possibilités. Donc Sénégal, on ne le présente plus. Il y en a. Voilà. Les frères, les sœurs. Et Togo, Bénin. Je pense que... Ah, il y en a pas mal quand même. Voilà. Très beau pays aussi, Togo. Alors, là, on va parler des autres fruits. Après la diversification des mangues sur la saisonnalité, l'ananas, noix de coco, j'ai choisi ces produits. Pourquoi? Parce que ce sont des produits qui sont disponibles tout au long de l'année. C'est-à-dire que c'est un produit avec lequel on peut travailler durant toute l'année, sans aucun problème. Après, peut-être la petite difficulté, parce que chaque produit a ses avantages, ses inconvénients. Si je parle de la mangue, c'est peut-être sa saisonnalité qui est courte. Mais en termes de rentabilité, ce qu'on peut faire en 3-4 mois, on peut rester tranquille toute une année. Ça dépend de l'ambition de chacun. Mais quand on parle de la moyenne, on va dire, du salaire moyen en France, je crois qu'on peut vivre très, très paisiblement avec 3-4 mois d'activité avec la mangue. Sur combien d'hectares vous dites? Après la mangue, sur la production, on sait que l'hectare, c'est 100 pieds de mangue, et chaque pied produit 100 kilos de mangue. Et sur les 100 kilos, il faut aussi tenir en compte le tri, parce qu'on sélectionne les meilleurs fruits, l'aspect esthétique compte beaucoup pour l'exportation. Donc selon comment c'est traité le verger,
le pourcentage de tri peut être minime. Donc on peut parler de 5 à 10%. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne me suis pas arrêté. Merci. Donc là, sur cette carte, je tenais à montrer que la zone de production de fruits de mangue, on parle principalement de la mangue, se situe dans ces 3 positions, donc le nord de la Côte d'Ivoire qu'on voit là, la partie un peu sud du Mali, on peut parler de Sikasso, le nord de la Côte d'Ivoire, on peut parler de Korogo, Sinema Tchadi, Ferke, Sédougou, donc c'est un peu la zone nord de la Côte d'Ivoire, et Bogo-Dioulasso. Donc moi j'appelle ça un peu le triangle d'or. Donc en termes de volume de production de mangue en Afrique de l'Ouest, c'est vraiment, on va dire, la plaque tournante. Les fruits, comme vous verrez, hein, il ne faut pas vous limiter à votre pays pour exporter. Les frontières ont été découpées par les colons. Hein. Donc si vous faites l'erreur à vous dire « Ah, moi je viens du Sénégal, j'exporte que du Sénégal », vous faites une grosse erreur. Les fruits n'ont pas de frontières. Comme vous pouvez voir, il y a une partie ici, une partie là. Et il ne faut pas tenir compte de ces cartes, en fait, tout simplement. On est tous africains. Moi, je suis africain avant d'être sénégalais. Donc, les produits, la même chose. Donc, toutes ces terres, de toute façon, gorgent de beaucoup de richesses. Alors, par rapport à la stratégie de diversification, on est passé donc de la mangue à l'ananas aux noix de coco. Ça, c'est la stratégie de ANEP en termes de produits frais. Après, vous avez la possibilité d'exporter vraiment pas mal d'autres produits. Il y a pas mal de marchés de niche assez intéressants. En plus du frais, il y a les produits secs. Il y a le sésame qui s'exporte très bien. Il y a le soja. Il y a les produits transformés aussi, comme les mangues séchées, comme je disais tout à l'heure. Il y a l'ananas séché également. On peut parler des beurres de karité pour le marché cosmétique, qui est tout aussi intéressant. L'huile de coco. Les cocos en tranches aussi, voilà, tout se transforme. Pour vous dire, pour la mangue, même la peau, ça se transforme. Aujourd'hui, on voit des sociétés même européennes qui importent de la mangue pour en faire du cuir vegan. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit de plus en plus les véhicules Tesla qui aujourd'hui, leurs sièges sont vêtus de cuir vegan. Et dans les temps à venir, on va se tendre dans ces marchés-là. Donc ce sont des idées à déjà prendre en compte et pourquoi pas à valoriser. Donc après la peau, il y a aussi la chair. On peut en faire la mangue séchée, comme vous voyez, la purée de mangue, la mangue en tranches découpée, surgelée, qu'on voit aussi dans les supermarchés, jus de mangue, le noyau, c'est avec ça qu'on fait le beurre de mangue pour le marché cosmétique. Le reste du déchet, on peut le transformer, on peut valoriser les déchets aussi en engrais, bioénergie, en gaz aussi, tout simplement, en électricité. Donc tout est vraiment à transformer de la peau jusqu'au noyau. Donc là, on va parler de réglementation d'import-export. Aujourd'hui, pour exporter, il faut être structuré. Donc c'est la base avant tout. Structuré de quelle manière? Vous avez la possibilité soit de créer votre structure en Europe. Dans ce cas-là, il faut que vous soyez évidemment résident. Après, selon les statuts, je pense que la plupart parmi vous, vous êtes français. Si vous êtes étranger, je pense qu'il faut que vous soyez résident, au moins, pour avoir la possibilité de créer une structure pour importer de la marchandise. Néanmoins, il est aussi très intéressant d'exporter. À partir de votre pays d'origine, vous avez la possibilité de créer votre structure. Je pense que vous avez tous des proches sur place, vous avez de la famille, ils peuvent vous représenter pour la création de sociétés. D'accord? De cette manière-là, vous avez juste à mettre en place, je pense, vos documents, pièces d'identité. Dans l'idéal, vous rendre sur place aussi, parce qu'il sera nécessaire de créer votre compte bancaire, de mettre en place les documentations qui vous autorisent à exporter. Donc on appelle ça le REX, le Register Export Aid, donc, qui est un document aujourd'hui qui vous autorise à exporter depuis votre pays, même si ce n'est pas votre pays d'origine, depuis le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les pays africains.
Donc les normes de la réglementation sont très importantes, mais avant de mettre en place ces structures, je pense qu'il est très important d'avoir des notions, des connaissances, et à travers ça, on parle de l'Incoterm. L'Incoterm, on a tous entendu ça au moins une fois, c'est International Commercial Terms, qu'on a réduit à Incoterms. Tout simplement, ce sont les règlements du commerce international. Donc ce sont les règlements qui s'appliquent à tous les acteurs du commerce international, que vous soyez asiatique, américain, de l'Afrique, de l'Europe, de n'importe où dans le monde, aujourd'hui que vous exportez quoi que ce soit, des véhicules, des marchandises, du textile ou ce que vous voulez, aujourd'hui vous êtes soumis à la réglementation du commerce international, à l'Incoterm. L'Incoterm, il évolue avec le temps. Aujourd'hui, l'Incoterm qui est appliqué, c'est l'Incoterm 2020, donc qui est aujourd'hui appliqué, et ça évolue avec le temps selon, on va dire, l'innovation technologique, par exemple, selon aussi les jurisprudences. L'innovation technologique, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, prenons le cas de Amazon, par exemple, qui aujourd'hui arrive à livrer des colis par drone. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, avec le temps, les réglementations changent grâce à ces innovations-là. Les jurisprudences, ça évolue aussi parce qu'il peut arriver qu'il y ait des litiges en termes de responsabilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je souhaite exporter des fruits à travers une structure vers un client, il faut expliquer la notion de responsabilité. Qui prend en charge le transport? Jusqu'à quel niveau? Est-ce que c'est moi qui m'occupe du dédouanement ou est-ce que c'est le client? Est-ce que je fais la livraison ou non? Donc tous ces aspects-là sont résumés par ces incoterms qu'on peut trouver là. Donc il en existe 13, ce sont des sigles qu'il faut, que je recommande à vraiment retenir par cœur, parce que lorsque vous allez négocier avec le client, on prend un exemple qu'un client souhaite acheter des gombos avec vous, il vous demande une offre, une tarification. Dans cette offre, qu'est-ce que vous allez préparer? Est-ce que ça va comprendre le transport jusqu'au port de départ? Est-ce que ça va comprendre le transport jusqu'au port d'arrivée ou l'aéroport d'arrivée selon le moyen d'expédition? Est-ce que ça va comprendre le dédouanement ou non? C'est là où va intervenir justement ces notions-là d'Incoterm. C'est-à-dire aujourd'hui, un client qui vous demande faites-moi une offre de 5 tonnes de mangue en FOB. FOB, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire FOB? C'est à connaître. C'est le Free On Board. Moi, pour l'exportation, si on parle de marchandises, de fruits et légumes, parmi les 13 incoterms qu'on peut voir, bon, on ne les a pas ici la totalité, mais je vous invite à voir sur notre page YouTube, on a un peu expliqué ça plus en profondeur, où on parle des sigles d'incoterms. Mais pour résumer, pour l'exportation, en ce qui nous concerne, des fruits et légumes, des marchandises origine Afrique vers l'Europe, il faudra penser à retenir 5 qui sont très importants. Voilà, les voici. Donc, c'est le FOB qui est très important, c'est celui qu'on entend le plus. Souvent, les francophones, ils ont tendance à dire FOB pour les familiers. Faites-moi une offre en FOB. Quel est votre prix FOB? Donc, ça veut dire le Free On Board. Et il faut savoir parmi ces incoterms, que ce soit le FOB, le CFR, le CIF, qui sont les 3 plus importants. Ensuite vient le DDP et le Ex-Works, donc qui sont vraiment les 5 les plus importants parmi les incoterms. Ce sont des notions vraiment à retenir par cœur. Parce que dans la négociation, lorsque le client sent que vous ne maîtrisez pas, il ne va pas prendre le risque d'acheter vos produits. Ça, c'est clair. Parce qu'il va se dire que je fais face à quelqu'un qui n'est pas professionnel ou qui ne connaît pas ces notions d'exportation. Donc, s'il n'est pas capable de comprendre ces notions, comment il va me faire venir les fruits que je lui demande? Pour parler d'Incoterm, forcément, on parle de logistique. Dans la logistique, on a tendance à se dire la logistique, c'est seulement le transport. Ce n'est pas le cas. C'est pas totalement correct. Le transport, c'est juste un process de la logistique. Aujourd'hui, la logistique, c'est le moyen de déplacer un objet d'un point A vers un point B. Par exemple,
prenons le cas où je déménage par exemple, je quitte cette pièce pour aller dans une autre pièce, le fait de déplacer cette chaise vers une autre pièce, je ne fais pas du transport, je fais de la manutention. Je le porte, je le ramène avec un déplacement. Ça, c'est un process de la logistique. Après vient le transport, si je le charge dans le camion pour transporter la chaise vers un autre lieu. Donc tout ça, c'est un process. Donc c'est ce qu'on voit là en image au-dessus. Et le process commence depuis le vendeur, depuis l'usine ou le centre de conditionnement ou le dépôt. Donc c'est toujours à partir de là que commence la logistique. Après, selon le contrat qui est défini avec le client, c'est là qu'on peut voir quel est votre niveau de responsabilité. Depuis l'usine, on voit que là, il y a le camion. Ça veut dire que la marchandise est chargée dans le camion pour se déplacer vers le terminal. Donc, le terminal, ça peut être un terminal aéroportuaire ou portuaire. Si c'est le port, voilà. Donc, on a l'image du chargement de la marchandise dans le navire, ou sinon par voie aérienne. Juste après, on a le transport jusqu'au port de destination qu'on voit là. Donc là, c'est le port de départ, le port de destination. Ou sinon, l'arrivée de l'avion vers le terminal. Donc tout ça, c'est le process de la logistique. Ensuite, on a le déchargement. Voilà, chargement dans le camion et livraison chez l'acheteur. C'est-à-dire, si on part de l'exemple où l'exportateur souhaite vendre son produit en export, ça veut dire que sa responsabilité s'arrête là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi qui achète chez mon fournisseur ivoirien une cargaison de mangue et qu'au bout de 50 km de route, voilà, le camion s'écroule et que je perds ma marchandise, je suis censé quand même payer le fournisseur parce que j'ai signé un contrat en export, donc au départ de l'usine. Ça veut dire que lui, voilà, il s'en moque de ce qui va suivre. Il a vendu la marchandise au dépôt. Tout ce qui va suivre, c'est notre responsabilité. Donc ça, c'est pour le cas du export. Dans le cas du FOB, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un peut intervenir? Si vous comprenez le tableau. Le transport intérieur jusqu'au chargement, avant le chargement, non, jusqu'au bateau. Ou l'avion. Jusqu'au bateau ou jusqu'à l'aéroport aussi. Ça, c'est par voie aérienne. Très bien. Donc le FOB, quand on achète en FOB, c'est ce qui se fait souvent parce que étant nous-mêmes acteurs de l'exportation, si on n'est pas sur le terrain, il est plus important d'acheter en FOB. Parce qu'on ne va pas prendre le risque d'envoyer quelqu'un, un camionneur qui sont souvent des indépendants là-bas, à prendre votre marchandise. Dans certains pays, c'est compliqué, la route aussi. Du point de vue sécurité, vous mettez en danger vos produits. Donc, pour éviter tout risque, du point de vue local, il est plus intéressant d'acheter en FOB. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on achète en FOB? C'est que la responsabilité du vendeur, c'est jusqu'au port d'arrivée. Et après, ce qui est intéressant... Pardon? Le port de départ, excusez-moi, vous suivez bien. Jusqu'au port de départ. Donc s'il arrive quoi que ce soit de l'usine jusqu'au port de départ, la responsabilité revient au vendeur. Donc ces types de contrats en FOB, c'est souvent le contrat que proposent les clients en général. Parce qu'ils ont toujours ce cliché à se dire l'Afrique, c'est trop de risques, je ne veux pas prendre de risques. Ce que vous faites, livrez-moi la marchandise au port ou à l'aéroport et moi je m'occupe du reste. Et souvent les importateurs, ils ont ces partenariats avec les compagnies aériennes, les compagnies maritimes, donc ils ont des prix, des tarifs préférentiels, donc ils ont déjà des contrats qui sont mis en place. Donc du coup, ils préfèrent supporter le transport et même du point de vue sécurité, c'est plus sûr pour eux parce que ce sont des compagnies internationales qui ont ce savoir-faire à importer la marchandise et à le livrer jusqu'à chez eux. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à travailler avec l'Incoterm Ex-Works ou le FOB. Parce que, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on achète en FOB? On achète plus cher que si on achetait en Ex-Works. Parce que le fournisseur qui vous fournit la marchandise va non seulement mettre le
prix de sa marchandise, mais aussi le coût du transport qu'il va payer. Et le coût du transport, souvent, il va faire appel à ses partenaires et il va le surfacturer. Donc, avec le temps, l'idée, c'est d'avoir votre propre camionnette peut-être, d'avoir vos employés qui vont gérer la logistique de l'usine jusqu'au port. Et ça vous fait amortir le coût d'achat pour la vente et élargir vos marges, parce que c'est l'idée aussi. Quand on parle de CFR, c'est le Cost and Freight. Ça veut dire que là, ça comprend le transport jusqu'à destination. Mais quand vous voyez bien plus en détail, ça ne comprend pas le dédouanement ni la livraison jusqu'au client. Souvent, les clients, quand ils vont vous parler de CFR, ils vont vous dire faites-moi une offre CFR Paris, CFR Bruxelles, CFR Londres. Donc cela veut dire que au niveau des destinations, voilà, c'est déjà annoncé. Après, c'est à lui de s'occuper du déchargement à l'arrivée, de la manutention, de la logistique et de la livraison, dédouanement jusqu'à chez lui. Donc, CFR, il y a ses avantages parce que au niveau de l'achat du client, au niveau de l'achat côté client, quand vous lui vendez en CFR, vous pouvez vous décomposer l'Incoterm vis-à-vis de votre fournisseur. Ça ne veut pas dire forcément parce que le client veut acheter CFR que vous aussi vous allez acheter CFR chez le fournisseur. Vous pouvez tout à fait aller acheter en FOB chez votre fournisseur et faire appel à un transitaire local, donc un transitaire en Afrique, qui va s'occuper de votre expédition. Voilà. Et là, vous allez recevoir 2 factures, du transitaire et aussi du fournisseur. Et à partir de là, vous rajoutez vos marges. Vous pourrez à la fois marger sur la marchandise, mais aussi marger sur le transport. Donc ça, ce sont des techniques à mettre en place. Ça permet d'avoir des plus grandes marges au niveau donc, de la vente chez le client. Et c'est judicieux parce que aussi, c'est vous qui prenez plus de risques aussi dans la chaîne. Et il faut aussi tenir compte que les Incoterm, il faut les adapter par rapport à votre budget aussi de départ. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes budgets. Certains ont la possibilité de commencer une commande sur 10 tonnes, sur 15, sur 20 tonnes, d'autres sur 2 tonnes ou 1 tonne comme moi-même j'ai pu faire. Donc quand on a un budget, on va dire limité, on aura du mal à payer à la fois la marchandise et le transport. Donc les Incoterm peuvent se négocier auprès de l'importateur et aussi auprès du fournisseur. Ça veut dire que le fournisseur, vous pouvez voir avec lui s'il peut vous le vendre en FOB, voilà, avec des conditions de paiement plus souples, c'est-à-dire un paiement à 60% au départ et les 40% à l'arrivée après contrôle qualité. Ça vous protège, ça protège votre business et ça permet de protéger aussi votre fonds de roulement. Et côté importateur, lui dire, écoutez, en CFR, ça nous engage plus de responsabilités. Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de vous le vendre en FOB? Ça vous fait sortir moins d'argent, même si vous n'aurez pas de marge sur le transport, au moins au niveau du fonds de roulement, vous avez la faisabilité. Et c'est ça qui est le plus important au début, c'est toujours de commencer à gagner le client. Et après, avec le temps, tout est négociable parce qu'on est vraiment dans du B2B. On n'est pas dans quelque chose qui est figé, parce que ça aussi c'est une erreur que tout débutant a tendance à faire, c'est-à-dire que le client, ce qu'il demande, on a tendance à vouloir l'exécuter sans vouloir négocier. On peut toujours négocier, tout est négociable, le prix, les conditions de paiement, l'Incoterm. Donc, le CFR, pensez bien que si vous avez les moyens, c'est mieux, parce que ça vous couvre en termes de responsabilité. Les risques, ils sont minimes quand même, parce que la partie que vous couvrez, c'est le transport aérien ou maritime. Et le transport aérien ou maritime, moi, ça fait 7 ans que je fais cette activité-là. Je n'ai jamais vu d'avion qui crache ou un bateau qui coule. Donc, je touche du bois, mais je ne le souhaite ni à moi, ni à d'autres acteurs du business. Donc, ça serait dramatique. Et si c'est le cas, vous avez toujours cet Incoterm que vous pouvez utiliser, donc le Cost Insurance Freight. Donc c'est le même process que le CFR comme vous voyez, mais qu'est-ce qui se rajoute? Ça ne se voit pas donc dans la chaîne de la logistique, mais c'est les assurances. Très bien. C'est les assurances qui se rajoutent. Et les assurances couvrent toute anomalie durant le transport.
mais ça ne couvre pas la qualité de la marchandise. Ça ne couvre pas également les retards et les assurances, et les retards et les annulations des vols ou des compagnies maritimes. Donc, ça ne couvre pas la qualité de la marchandise. Pour être plus explicite, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, il peut arriver que vous achetez 10 tonnes de mangue, je reste toujours sur la mangue, 10 tonnes de mangue, et que le fournisseur prépare vos mangues, mais que vous leur avez demandé des calibres voilà, plus gros, par exemple, pour le client. Et lui, il a mélangé un peu n'importe quoi, et que vous avez demandé aussi une maturité, on va dire, plus avancée, et ce n'est pas le cas, par rapport au cahier des charges que vous avez reçu de l'importateur. Parce que oui, vous allez recevoir des cahiers des charges. Ce n'est pas seulement couper le fruit et le mettre dans des cartons et envoyer. Il y a des sélections à faire, il y a un tri, il y a un cahier des charges à respecter. Donc, lorsqu'il prépare tout ça et que vous ne vérifiez pas, et que durant tout le transport, tout se passe très bien, jusqu'à chez l'importateur constate que ce n'est pas ce qu'il a demandé, il a tout le droit de rejeter votre marchandise. Et là, la responsabilité ne sera pas au niveau de la logistique, parce qu'eux, ils ont pour rôle juste de transporter votre marchandise. Ça sera au niveau donc du fournisseur. Il peut arriver, des fois dans des expéditions, d'avoir des maladies sur les fruits, des maladies qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais durant le transport, ça se développe. Ça se développe, et sachant que le transporteur a bien respecté son délai de livraison, la température, etc. Et ça arrive chez le client et les maladies apparaissent. Là, la responsabilité vient du fournisseur, mais le fournisseur, il peut dire non, c'est peut-être, ça n'a pas été bien conservé, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des experts dans le process, des agents. Chaque marchandise qui arrive, ce sont des agents qui vont contrôler non seulement la température du trajet, c'est-à-dire si c'est une exportation maritime, souvent de Abidjan jusqu'à Anvers, Rotterdam, on est à 2 semaines. Lorsque ça arrive, durant le transport, il y a ce qu'on appelle un enregistreur de température. On peut voir avec un graphisme l'évolution de la température si elle est restée stable durant tout le transport. Si c'est le cas, la responsabilité vient forcément donc du fournisseur. S'il y a eu une fluctuation de variation de température durant le transport et que ça a endommagé les fruits, là la responsabilité vient du transporteur. Et là l'assurance couvre intégralement les dégâts qui ont eu lieu durant ce transport de marchandises. Après, dans le remboursement des assurances, il faut tenir en compte qu'il ne va pas rembourser le prix que vous avez acheté chez le fournisseur, mais le prix que vous avez prévu de vendre. Donc au final, vous êtes gagnant dans l'histoire. Après, bien entendu, les assurances, je crois qu'on les connaît tous, ils prennent quand même du temps à rembourser et ils demandent beaucoup de paperasse. La raison pour laquelle, moi je recommande surtout quand vous prenez une assurance pour vos exportations, prenez une assurance avec vos transitaires. Parce que vos transitaires, ils connaissent le métier, ils savent ce qu'ils chargent, ils connaissent les risques aussi de ces produits-là et ils sauront les couvrir. Parce que si vous faites appel à une société étrangère qui n'est pas en lien dans ce business-là, déjà, quand tu lui parles de fruits et légumes, c'est assez vague. Donc il ne sait pas de quoi il s'agit. Il aura besoin de plus d'informations possibles, à quelle température il est conservé, quelle est sa durée de vie, etc. Et souvent, les offres qu'ils vont vous faire parvenir, ce sont des offres qui comprennent plus que ce que vous avez demandé. Alors que les transitaires, ils vous font des offres sur mesure en fonction du coût de la marchandise. Donc, et même en termes de procédure, c'est-à-dire que s'il arrive quoi que ce soit, le transitaire, il a déjà toute la documentation nécessaire pour poursuivre, et au niveau administratif, ça va beaucoup plus vite. Alors que quand c'est une structure étrangère, ils vont juste vous demander de lui envoyer tel document, de lui envoyer voilà, les documents de transport, alors que ce sont des documents que le transitaire, il a déjà en sa possession. Donc n'hésitez pas à scanner donc, les informations par rapport aux autorisations des produits que vous souhaitez exporter.
Est-ce que parmi vous, vous avez des idées de marchandises à exporter? Est-ce que certains sont déjà aussi dans ce domaine? Est-ce que vous avez peut-être des projets d'exportation sur quels produits? À partir de là, je peux peut-être vous orienter. Les safou. Pardon? Safou. Le safou. Ah, le safou. Alors le safou, vous avez totalement le droit d'exporter. Juste pensez, quand vous créez une société en Afrique, je ne sais pas c'est qui a dit le safou, lève la main. Pensez juste à avoir l'autorisation d'exporter avec le numéro REX. Vous avez un numéro qui vous est communiqué par l'agence qui représente au Sénégal, c'est la CEPEX par exemple, l'Association sénégalaise des exportateurs, qui délivre un numéro REX qui vous autorise à exporter ces produits. Après, que ce soit le safou, le petit cola, la tchéké, les produits, alors on ne les appelle pas exotiques, on les appelle ethniques. Ce sont des produits destinés à une communauté qui sont prisés par les magasins gérés par les Sri Lankais, les Pakistanais. Maintenant, on voit de plus en plus d'Africains, c'est très bien. Et ce marché-là, c'est un marché à potentiel, mais c'est différent du marché de la grande distribution qui, eux, sont plus concentrés dans le produit exotique. Mais d'année en année, on commence à avoir des produits ethniques de plus en plus dans la grande distribution. Une question? Oui. Je voulais savoir, et la papaye, parce que j'ai remarqué dans les grandes distributions, chez Grand Frais et tout, je vois de la papaye qui vient soit de l'Amérique du Sud, voire même de l'Asie. C'est pas du tout d'Afrique. Oui. Alors la papaye qu'on voit dans les grandes distributions, très bonne remarque, ça vient d'Amérique du Sud. En plus, c'est des variétés que nous produisons, que nous pouvons produire très facilement. Mais la papaye, c'est un produit qui doit être très bien travaillé. C'est un produit à risque, vraiment. Les marges sont assez intéressantes, vraiment. Moi, j'aime pas ce fruit parce qu'il est très risqué. Pourquoi je vous dis ça? Quand on prend l'exemple de l'ananas, la mangue, ce sont des fruits, après cueillette, elles sont encore en vie. Elles ont le temps de se développer. C'est-à-dire la mangue qui s'exporte par voie maritime, elles sont coupées 2 semaines avant sa maturité même. Elles sont stockées en chambre froide, ça ralentit leur niveau de maturité, leur vitesse de maturité, pardon, et le temps que ça arrive, ça laisse le temps de vendre clairement. Alors que la papaye, quand elle est coupée, elle n'avance plus. Vous n'hésitez pas à acheter la papaye la prochaine fois, vous l'amenez chez vous. Vous ne pouvez pas le laisser mûrir, il faut le manger sur le moment. C'est comme d'autres fruits comme la fraise, c'est pareil, une fois que c'est cueilli, ça ne vit plus. Alors que l'ananas, la mangue, ce sont des produits qui ont quand même ce temps d'arriver à maturité. Donc ça peut se faire, mais c'est un produit qui s'exporte uniquement par voie aérienne, et pas maritime. Et les corosol? Pardon? Les corosol? Corosol, pareil. C'est vraiment des produits risqués. Moi, j'adore, c'est un de mes fruits préférés, mais c'est trop risqué. C'est un produit qui est et les marges sont très importantes aussi. Donc, après, à vous de voir. Hein. C'est pas que je vous démotive, mais à vous d'évaluer le capital risque, voir si c'est intéressant ou pas. Mais il y a une façon de le travailler aussi qui fait que l'Amérique du Sud, ils ont une longueur d'avance sur nous, sur ces produits-là. Ils mettent des produits aussi chimiques qui ralentissent cette maturité, qui fait que nous, on a cette chance d'avoir des terres très fertiles, on met très peu de pesticides, et je pense qu'il faut rester ainsi. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on a aussi en parallèle de tout ce que je dis, il y a le marché bio qui est en pleine croissance, et du coup, il faut exploiter cela. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend un verger qui est rempli de pesticides ou de produits chimiques, pour passer au bio, il faut attendre 5 ans sans rien mettre sur le verger. Du coup, par rapport au ce que vous exportez, c'est bio ou... J'exporte aussi du bio, je fais les deux. Il y a le conventionnel qu'on n'appelle pas bio, et il y a le bio que j'exporte aussi, mais le bio, en termes de volume, c'est pas aussi important que le conventionnel. Mais en termes de marge, c'est beaucoup plus important. Ça veut dire qu'un produit bio, il est 2,5 fois, 3 fois plus cher qu'un produit conventionnel en termes de vente. Vous avez la clientèle bio. Et j'ai la clientèle bio, en France, en Allemagne.
Excusez-moi, ceux qui veulent poser des questions, comme ça je tiendrai le micro parce que c'est filmé, donc ce serait plus, et comme ça tout le monde ne prend pas la parole en même temps. Une petite question, quand vous exportez de la mangue, est-ce que le client final peut vous demander de lui donner la liste des produits phytosanitaires qui ont été passés sur le verger, lui, pour la protection de ses clients Oui, ça peut dépendre. Il y a des clients qui sont très exigeants. On va prendre le cas de Lidl par exemple. Lidl, il demande quand même déjà pas mal de certifications, parce qu'avant de parler de phytosanitaires, pour travailler avec eux, ils exigent des certifications telles que, je pense qu'on n'aura pas eu le temps d'en parler, ça sera dans nos formations, on en parle. C'est des certifications qui assurent que dans le process, qu'il n'y a pas d'enfants mineurs, qu'il n'y a pas de travaux forcés, que les femmes travaillent dans de bonnes conditions, etc. Et après vient la partie justement phytosanitaire, où ils assurent que s'il y a des pesticides qui sont utilisés, quels sont ces pesticides-là. Ils font même des analyses laboratoires à l'arrivée de vos fruits pour mettre en cohérence avec tout ce qui a été dit. C'est des formulaires à remplir. Et effectivement, s'il y a des produits phytosanitaires utilisés, des pesticides, il faut expliquer la quantité utilisée, le grammage, le dosage, effectivement. Et il faut savoir que même le bio, on peut utiliser des pesticides, mais qui sont bio. Donc, voilà. Donc, je pense que le bio, c'est vraiment un marché, pour encore répondre, pour compléter la question, c'est un marché à exploiter. En Afrique, vraiment, on a cette chance d'avoir des terres fertiles qui sont bio, qu'on peut exploiter sur des produits qui peuvent être produits très rapidement, comme le piment, le gombo. Voilà. Je pense que vous avez constaté, il y a encore 5 ans, moi je peux même dire 5 ans en arrière, quand on va faire les courses et qu'on veut des produits bio, c'est déjà très difficile d'accès. On a juste 1 ou 2 rayons dans tout le supermarché et les prix étaient assez chers, alors que maintenant les prix deviennent de plus en plus accessibles. On a même des supermarchés 100% bio, donc ça montre quand même le potentiel de marché, voilà, qui est en forte croissance. Okay. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, ma question était au niveau des avocats. Levez la main. Oui. Ma question était au niveau des avocats. Oui. Nous voyons des avocats qui viennent de l'Amérique du Nord et nous, en Afrique, nous en avons. Pourquoi est-ce que nous ne l'importons pas aussi? Alors, nous en avons. L'avocat, c'est un produit très, très intéressant. Pareil comme le bio, il y a 5 ans, l'avocat, on ne le voyait quasiment pas dans les supermarchés. Et maintenant, c'est dans nos plats presque tous les jours. Et même les prix, maintenant, c'est assez accessible, l'avocat. Aujourd'hui, acheter de l'avocat, c'est comme la banane. L'avocat, l'Afrique de l'Ouest, on en produit, mais une variété différente. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'acheter de l'avocat en Afrique. Il est plutôt bien gros et la peau bien lisse. Et ceux qui sont importés, c'est la variété Hass. Donc elle a une peau plutôt fripée, plus petite, qui viennent du Pérou en général, de l'Amérique du Sud. Et l'avocat qu'on trouve en Afrique se trouve en Afrique de l'Est, au Kenya. La prochaine fois quand vous ferez vos courses, je pense maintenant vous ferez plus attention aux emballages, aux origines. Ça vient souvent du Kenya, de la Tanzanie. La Tanzanie exporte de plus en plus. Et leur saisonnalité court vers période de mars-avril. Donc actuellement, je pense que les avocats vous trouverez, c'est du Pérou. Et les avocats mais le Maroc, ils ont commencé il y a seulement 4 ans, 5 ans la production. Parce qu'il y en a des rigues aussi au Cameroun. Pourquoi est-ce que... Alors au Cameroun, c'est les variétés un peu plus... Il y en a 2. Alors, c'est les variétés sauvages. Après... mais il faut savoir que c'est déjà très rentable dans le marché africain. Faut pas juste penser export Europe, mais ces variétés sauvages d'avocats en Afrique de l'Ouest, le Sénégal en importe beaucoup parce qu'on n'arrive pas à le produire. Et on le fait venir de la Côte d'Ivoire, le Burkina aussi, ils en exportent vers d'autres pays, le Niger. Donc pensez aussi à des fois faire de l'exportation sous-régionale. Mais c'est très rentable dans le marché local, comme la papaye d'ailleurs. C'est même plus rentable qu'à l'exportation vers les marchés européens. La papaye au Sénégal, les producteurs, ils le vendent très bien.
Il y a les avocats qui viennent de Ouganda. Ouganda aussi, oui. Moi, j'en Voilà. vois beaucoup d'avocats de Ouganda. Ça, c'est des variétés encore lisses comme ça, plus gros. Voilà, tout à fait, c'est ça. Mais ça, quand même, on peut l'exporter vers les magasins ethniques. Mais la grande distribution est plus friande sur la variété As. Parce que, encore une fois, c'est une variété qui se conserve mieux, mais en termes de goût, on sait très bien que les avocats sauvages sont bien meilleurs. Est-ce que les conditions sont les mêmes en ce qui concerne l'exportation des bacs aseptiques? Des bacs, c'est-à-dire quand c'est mis dans des fruits. Oui. Alors, par exemple, les purées de fruits. Les purées de mangue, les jus d'ananas sont souvent conditionnés dans des fûts aseptiques, donc dans des grands fûts, jusqu'à 200 litres même. Après, ils sont mis dans des barils. C'est les mêmes conditions, il n'y a aucun souci. Après, pour l'exportation, pensez toujours qu'il faut un certificat phytosanitaire qui est délivré par ce qu'on appelle la DPV, qui est une agence donc, des ministères de l'Agriculture. C'est la Direction Protection des Végétaux, donc, qui ont pour rôle, on va dire ce rôle gendarme, à contrôler tout ce qui quitte le territoire. Parce que si on prend le cas du Burkina Faso, il faut savoir que aujourd'hui, ils ont pour rôle de protéger la qualité des fruits qui sortent du pays. C'est-à-dire, supposons que la Côte d'Ivoire, qui a une politique forte d'exportation de fruits et légumes, aujourd'hui exporte un peu partout en Europe et ils ont une politique de créer, on va dire, une image forte de l'origine Côte d'Ivoire. La DPV a pour rôle d'être exigeant à tout ce qui quitte le territoire. C'est-à-dire, moi qui produis des mangues là-bas et qui conditionne, ces agents phytosanitaires viennent sur le terrain, ils vont prendre des échantillonnages, ils vont mesurer la qualité pour s'assurer que ça répond aux normes du marché européen. Si ce n'est pas le cas, ils ne délivrent pas de certificat phytosanitaire et à partir de là, je ne suis pas autorisé à exporter. L'idée, c'est de ne pas laisser une libre sortie de tous les produits vers les marchés européens et que la France peut-être constate qu'il y a des arrivages de n'importe quoi qui vient de la Côte d'Ivoire et ils finissent par sanctionner le pays sur certaines listes de produits à ne plus exporter. Ce qui a été le cas du Kenya avec la mangue. Ils ont repris à exporter il y a seulement 2 ans de cela, il me semble. Mais ils avaient des difficultés pour exporter la mangue parce qu'ils avaient beaucoup de maladies et de problèmes de qualité. Qu'est-ce qui est plus intéressant si on veut créer la société en Afrique ou bien en général pour ouvrir la société en Europe? Alors, ça c'est une question qui répond un peu à notre formation, Karina. Mais pour répondre très rapidement, dans l'idéal, c'est mieux de créer les deux, en fait, à la fois en Europe et en Afrique. Pourquoi ? Parce que ça permet, du point de vue administratif, au niveau des transitaires locaux, de s'enregistrer en tant qu'exportateur, non seulement ça, mais aussi d'avoir un secret professionnel entre les documentations d'exportation que vous allez avoir à travers votre structure et votre producteur. Parce que si vous n'avez pas de structure en Afrique, c'est le producteur qui va s'occuper de l'exportation. Et lui, il aura les documentations. Si vous devez livrer à un client, il aura une visibilité sur le nom de votre client. Et l'idée, c'est de protéger votre client. Parce que ce n'est pas illégal en soi qu'il contacte le client derrière. C'est peut-être immoral, mais voilà, et ça se fait. Voilà. D'ailleurs, c'est une de mes erreurs quand j'avais commencé l'exportation, je me suis rendu compte. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Oui. Ah, pardon. Déjà, je commence par vous féliciter pour votre parcours. Merci. Et pour la clarté de la présentation, parce que c'était très instructif. J'avais une question concernant l'industrialisation. C'était de savoir, est-ce que vous avez connaissance de règles particulières qui sont imposées en fait aux transformateurs, aux sites de production qui sont implantés en Afrique? Est-ce qu'il y a des contraintes ou des réglementations ou des normes spécifiques qui sont imposées en fait à ces industries qui sont implantées en Afrique et qui font des produits transformés, je pense notamment au jus concentré ou aux fruits séchés? Merci. Oui, merci pour ta question. Oui, effectivement, pour l'industrialisation,
On a tendance à penser, dès qu'on parle d'industrialisation, que c'est gros, que c'est massif, que c'est vraiment une usine qu'il faut bâtir pour faire des purées, alors que pas du tout, le travail peut se faire de manière artisanale. D'ailleurs, ANEP est en train de produire son propre unité de transformation au Burkina Faso, et ça demande des certifications vraiment exigeantes parce qu'on parle de sécurité alimentaire. C'est une certification qu'on appelle le HACCP, donc qui est une certification qui assure lors du process qu'on respecte les normes sanitaires déjà, sécuritaires. Donc voilà, pour résumer, il y a ces certifications, il y a le ISO 2000 aussi. Il y a pas mal de certifications, je pense, qui vont se rajouter ces prochaines années. Mais oui, effectivement. Et ces certifications, pour les mettre en place, c'est quand même beaucoup de travail et de rigueur, en fait, au niveau de l'organisation de l'équipe qui est sur place. Monsieur. Pardon, juste une dernière question. Oui. Oui, en fait, moi je suis originaire du Mali. Il y a beaucoup de monde, comme disait Karina hier, mais ce n'est pas un pays très structuré. Donc, je voulais voir par rapport aux fournisseurs avec lesquels vous travaillez, par rapport au transport et tout, est-ce que c'est facile de travailler avec eux, que ce soit par rapport à la mangue ou le Congo, et aussi au niveau de l'aéroport international de Bamako? Est-ce qu'il y a des zones où on peut stocker des chambres froides, des choses comme ça? Parce que c'est mon pays, mais je sais que c'est un peu le bazar. Donc, non, ça va aller. Vous êtes en processus de développement. Alors le Mali, c'est vrai que c'est le pays qui fait le plus de production de mangue en Afrique de l'Ouest. Et pour vous donner une idée en chiffres, sur tout ce que vous produisez, près de 120 000 tonnes, il me semble, vous n'exportez même pas 15%. C'est vraiment des chiffres accablants. Et la grosse partie est destinée à perte. Vraiment. Il n'y a qu'une seule société qui fait de la transformation de mangue, qui est une société gérée par des Italiens. Donc il y a vraiment du travail à faire chez vous. Du point de vue logistique, c'est compliqué parce que vous n'avez pas accès au port. Donc nous, quand on travaille depuis Sikasso, on passe par le port d'Abidjan. Donc ça nous fait beaucoup de routes. Ça devient cher pour l'importateur, donc qui fait qu'il a plus une préférence pour les mangues de la Côte d'Ivoire. Mais en termes de fruits, la qualité de fruits, vraiment magnifique, les mangues maliennes. Il y a des acteurs qui se débrouillent, mais avec les conditions politiques actuellement, pour répondre à votre question pour l'aéroport de Bamako, les vols sont suspendus pour Air France, sachant que les cargos, la plupart des exportations se font par Paris, en fait, de Bamako. Donc, ce qui fait que actuellement c'est compliqué, pour être honnête. Ça impacte, c'est un peu, on va dire, les anomalies de l'import-export aussi. Les enjeux politiques comptent beaucoup. Et sinon, il y a quand même des entrepôts de stockage, des chambres froides pour ce qui est du gombo ou même la mangue qui est acheminée par voie aérienne. S'il vous plaît, ne paniquez pas. Pour l'instant, je suis derrière, je vais remonter. Tout le monde, on a 20 minutes encore pour poser des questions. Gardez vos questions, ne les oubliez pas. Mais tout le monde essaiera de parler. Question. Bonjour. J'ai une petite question liée aux emballages. Alors, je vois souvent, je travaille à Rungis et j'ai constaté qu'il y a un étiquetage qui est pour chaque fruit et légumes à chaque fois. Et parfois, je vois certaines sociétés internationales qui commercent avec l'Afrique qui reconditionnent les fruits qui viennent en fait de l'étranger. Donc, les emballages, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour cela? Alors, les emballages, ça dépend de l'importateur. Vous allez travailler des fois avec des importateurs qui ont leur propre marque, qui ont déjà une image forte dans le marché et qui apportent de la valeur à votre produit avec leur marque. Donc ça, c'est stratégique. Ça va dépendre donc des conditions que le client souhaite travailler.
Parce qu'il peut faire venir l'emballage directement de l'Afrique et le commercialiser directement, et t'en as qui ont la stratégie de le reconditionner. Après, pour parler d'emballage en Afrique, on a des structures, que ce soit Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina, Mali, qui font des emballages. Après, en termes de qualité, c'est pas le top, parce qu'il n'y a pas quand même de compétitivité, parce que souvent, il n'y a qu'une seule structure dans ces pays-là. C'est géré souvent, je sais qu'au Sénégal, Côte d'Ivoire, c'est des Libanais qui gèrent, au Togo aussi. Et ce sont des structures qui ont un monopole dans ce marché, donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Et les prix qu'ils proposent, c'est des prix un peu plus élevés que même les emballages qu'on fait importer. Moi, personnellement, j'importe l'emballage de l'Europe pour les conditionner. C'est meilleure qualité et moins cher que d'acheter local. Donc, c'est vrai que c'est un débat parce que des fois on veut acheter local pour faire tourner l'économie du pays, du continent, avoir, on va dire, avoir cette politique. Mais si c'est pour avoir des emballages qui ne sont pas de qualité, qui sont chers, c'est pas l'État qui va nous aider, qui va nous rembourser en cas de problème. Donc il peut arriver par moment aussi des importateurs qui nous envoient des emballages en Afrique et nous on les conditionne directement. C'est aussi l'idée d'exporter, ce n'est pas une relation avec des clients d'achat-vente. Vous gérez un projet, au fait. Parce que si c'est seulement prendre des fruits, ils peuvent le faire eux-mêmes. Ils peuvent venir sur le terrain, on sait tous où sont les vergers de mangue et venir avec. Mais ça demande un projet, c'est vraiment à vous de mener à bien ce projet, choisir les calibres qu'ils souhaitent, savoir identifier les besoins du client, reporter justement ces besoins de clients aux paysans, parce que même si on parle tous français, les paysans parlent français, le client aussi, la communication des fois ne peut pas être claire. Moi ça m'est arrivé des fois, un client, je le dis, quand il me demande une commande urgente et que je parle à mon fournisseur, je lui dis que j'ai besoin de ces fruits urgemment. Pour lui, la notion d'urgence, c'est dans une semaine. Moi, c'est maintenant. Tu vois ? Et pour lui, pour qu'il comprenne la notion d'urgence, il faut que je l'appelle 5 fois de suite ou 6 fois de suite. Là, il va savoir que, ouais, là, c'est vraiment important. Et ça, si tu le fais à un importateur, un Européen, tu l'appelles 5 fois de suite, c'est un harcèlement. Tu l'appelles la police. Donc, il y a ces notions de communication qu'il faut maîtriser et comprendre le client. C'est vraiment ça. C'est aller dans son sens. Et comprendre et essayer de lui apporter une plus-value. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais des questions. Je vois que vous parlez la plupart du temps de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Moi, je viens du Congo. Je ne sais pas si vous aurez la réponse. Je reviens sur la création de l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut concilier la création d'une entreprise ici en France et localement, par exemple, en RDC, Congo, chez moi? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est par rapport à l'industrialisation. Est-ce qu'il y a le même process de l'industrialisation de l'agriculture qu'on peut trouver chez nous, par exemple au Congo, qu'ici? Si je peux avoir un peu une bonne lumière là-dessus. Alors, merci pour ta question. Le Congo, c'est ma plus grande frustration en Afrique. C'est le pays le plus riche d'Afrique. La partie centrale de l'Afrique, c'est le poumon de l'Afrique. C'est vraiment, vous avez tout. Vous avez tout dans le même pays. Et c'est vraiment dommage que, déjà par sa situation politique, mais c'est aussi dommage qu'il n'y a pas trop d'acteurs entrepreneuriaux. Et je pense que c'est une question de culture, déjà. Je pense que la culture de travail au Congo, il y a quelque chose à faire. C'est comme je peux dire, même le Sénégal, chez nous, la culture de travail, il y a quand même quelque chose à faire. Parce que, pour revenir à mon histoire, quand j'ai commencé, c'est vrai que mon père m'avait ouvert l'œil en me disant qu'on joue au foot avec les mangues au pays, qu'il y a vraiment quelque chose à faire, mais il n'avait pas cette vision lui-même de créer ce business. Il a dit, il a sorti une phrase anodine comme ça.
Et c'est moi qui me suis dit, il y a quelque chose à faire, on peut faire un business avec. Et ça, c'est mon état d'esprit qui a pensé comme ça. Mais quand j'ai commencé l'activité et que j'ai commencé les exportations, j'ai dit à mon père que je faisais des fruits. Il se moquait de moi. Il me dit, mais après toutes tes études, tu te résumes à un vendeur de fruits. Donc ça, c'est une mentalité. Mes amis aussi me surnommaient Aziz Mango, ils se moquaient de moi. Et aujourd'hui, ils veulent tous faire pareil. Ils se lancent tous dans l'agriculture. Donc c'est une question de culture. Parce que même ma mère, elle n'était pas d'accord avec ça. Eux, ils nous imaginent derrière les bureaux, travailler, voilà, situation stable, salaire qui rentre chaque mois et les aider. Et ça, pour moi, c'est une mentalité, c'est une question de culture, de travail. Voir quelqu'un dans les champs, c'est pas un sous-métier. Pour moi, c'est un métier noble. Donc, eux, ils les considèrent pour un sous-métier. Maintenant, ça commence à changer. On parle de plus en plus d'agriculture, d'agro-business. Et ça me rend fier maintenant de voir ça, parce que les paysans méritent une meilleure considération. Et pour revenir à ça, quand je suis allé au Burkina, en Côte d'Ivoire, la culture était totalement différente. Eux, au début, j'avais ce cliché Côte d'Ivoire, Abidjan Faro, c'est la fête, tout le monde danse, tout le monde rigole, comme elle soulignait au début. Mais c'est des travailleurs. Ils font la fête avec l'argent qu'ils gagnent dans la journée. Et c'est des bosseurs non-stop. Et ils n'ont pas ce cliché à se dire agriculture. Peut-être historiquement, ils ont commencé l'exportation plus tôt que les autres avec le cacao, mais après, avec le temps, ils ont su se faire. Et tant qu'ils savent faire quelque chose, de l'argent avec quelque chose, quelle que soit la façon, ils sont fiers et ils le font à fond. Burkina Faso, c'est pareil. C'est peut-être aussi historiquement, ils ont eu un grand homme, Thomas Sankara, qui a su laisser un héritage à la population qui aujourd'hui est très travailleur. Donc je pense le Congo, à ce niveau-là, pour répondre à la question, il y a déjà un problème de culture de travail. Après, du point de vue humain, pour la question de création de société, il est tout à fait possible. Vous pouvez très bien créer une société ici et au Congo. Même si vous n'êtes pas sur place au Congo, vous pouvez faire la création par procuration. Par procuration, c'est quelqu'un qui vous représente, qui va signer à votre nom la création de société. Donc, ça ne va pas lui autoriser d'avoir des parts dans votre société et d'avoir accès à votre compte bancaire, mais dans la lettre de procuration, vous précisez bien que c'est juste pour une création de société, et pas pour qu'il ait accès à vos comptes ou quoi que ce soit. Même pour l'ouverture d'un compte bancaire, quelqu'un d'autre peut le faire par procuration, mais seulement autorisé à créer la banque, le compte bancaire. Après, vous avez libre droit de l'utiliser, puisque c'est à votre nom, quoi qu'il en soit. Donc, voilà. Et en termes de, juste pour finir, pour l'exportation, il y a tout à faire, vraiment. Il y a tout à faire. Ça ne dépend que de vous. Encore 3 questions et ça sera terminé. Vous voyez comment il parle? Il faut quand même qu'il se repose. Mais monsieur Aziz, vous voyez, oui, vous voyez comment je marche lentement. C'est pour que vous puissiez prendre voilà, boire un peu. Et je tiens à vous préciser que ce soit partout en Afrique, les parents restent les parents. Ils veulent tous être fiers. Ma fille est à la Banque mondiale. Ma fille, c'est la directrice de banque, etc. Et pour rire un peu, j'avais ma soeur qui voulait épouser un cycliste. Et ma mère, elle est venue, maman, il fait du cyclisme. Elle dit, le cyclisme, c'est quoi? Elle dit, oui, mais aussi, tu sais, le Tour de France. Elle dit, ah, il fait du vélo. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est pareil. Voilà. Monsieur, une question. Bonjour. Je voudrais d'abord, je veux vous féliciter par rapport à ce que vous faites, c'est une bonne chose. Je vais quand même compléter ce que dit mon frère Serge, là, parce que je suis aussi congolais, de RDC. Je veux quand même compléter quand même la réponse. Oui, petite histoire, ma mère était ingénieure et quand on me disait que faire l'agriculture c'est quoi, je dis non, l'agriculture c'est rien. Et c'est elle qui nous a initiés à l'agriculture, puisque je produis des légumes alimentaires, donc des légumes ici en Europe, mais je produis aussi en RDC, et on les exporte de RDC vers ici.
Alors, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Bravo. Vous avez tout à fait raison. La situation de notre pays, et je suis d'une région où tous les fruits que vous avez montrés, je les ai chez moi. Mais techniquement, c'est vrai, en termes d'exportation, puisqu'ici on est dans le volet en question, exporter ces produits relève de l'impossible. Je veux dire de l'impossible technique, de l'impossible administratif, il y a tous ces éléments-là qui existent et qui sont des réalités. Mais difficulté ne veut pas dire impossibilité. Soyons clairs. La première fois que j'ai exporté, donc puisqu'on a produit ici, mais on a aussi produit au pays pour voir exactement comment les choses se font, d'abord j'ai dû le produire loin de chez moi, le Congo, enfin, vous l'avez dit, c'est un grand pays, j'ai dû le faire à Kinshasa, je ne suis pas de Kinshasa, je suis à 2000 km de chez moi, mais j'ai quand même pu le faire depuis Kinshasa, et ces produits, je parle de légumes, donc on n'est même pas encore dans les fruits, c'est encore plus fragile, ces légumes, la première fois que j'ai importé ces légumes, j'ai tout perdu. Il n'y a pas de chèvre froide, rien du tout, etc. Mais à partir de la deuxième exportation, sans chambre froide, je n'ai plus jamais perdu de légumes. Mais c'est de la technique. Donc, il y a des possibilités, il existe des choses, faire des sociétés, c'est tout à fait possible. Ce que vous avez décrit est tout à fait faisable. C'est vrai que la RDC, c'est un peu compliqué pour certaines choses en termes d'inscription de société, mais il y a des choses qui s'y passent. C'est la taille du pays qui rend les choses parfois un peu difficiles. Et vous l'avez cité, quand j'ai vu certaines régions, oui, je l'ai coupé, qui sont là, mais je crois que c'était quand même important de dire quand même qu'il faut bien comprendre les réalités des choses par rapport à ça. D'accord. Voilà. J'ai fait mon métier. Merci, pardon. Voilà. Non, c'était juste pour réagir par rapport à ce qui a été dit, tout simplement, pour que, je veux dire, on comprenne bien les choses. Le pays est grand, il a des possibilités, c'est potentiel, mais ces potentiels sont en train de se concrétiser en réalité. Voilà. Bravo. Ah oui, c'était juste. Très bien. Question. Bon, alors, comme ma question était la première et qu'elle est devenue la dernière, entre-temps, partiellement, il y a eu des réponses, avant-dernière. D'accord ? Non, c'est juste pour revenir sur les inscriptions. Est-ce que votre société est inscrite en même temps en France et en même temps au Sénégal, puisque vous êtes sénégalais? Et par rapport à la filiation ou la filiale, est-ce qu'il faut être résident du pays? Parce que si on veut importer de 3 provenances différentes, on ne va pas être résident dans 3 pays. Ça me paraît compliqué. Faire confiance à une personne, je ne veux pas mettre en cause la responsabilité des Africains, mais c'est jamais facile de faire confiance à quelqu'un. Donc dans quelle mesure on peut structurer correctement ce type de société en voulant en même temps importer et exporter, sachant qu'il y a aussi des produits qui viennent de différents pays? C'était ma première question. Et puis la seconde, par rapport à une intervention hier où j'ai entendu qu'il y avait 600 000 tonnes de mangue produites en Afrique et qu'il y en avait 60% de perdus. Est-ce que vous, à votre échelle, vous êtes déjà expérimenté dans ce domaine, vous avez trouvé des solutions pour ne pas perdre tous ces tonnages invraisemblables, parce qu'à l'échelle mondiale, il y a 50% de la nourriture qui est perdue entre les dates de péremption, ce qui pourrit, ce qui se perd, c'est considérable. Donc on a déjà du mal à nourrir 8 milliards de personnes, mais si on perd 50% de marchandises, on pourrait potentiellement nourrir 15 milliards de personnes. Donc est-ce que vous avez déjà réfléchi à des transformations de produits, au lieu que ça parte je ne sais où, en recyclage, ou dans les poubelles, bref. Voilà, c'est 2 questions en une qui sont toutes les 2 différentes. Merci pour ta question. ANEP Company, donc, elle est inscrite en Suisse, donc c'est là où je suis résident, à Genève, inscrite au registre de commerce. Elle est aussi présente au Sénégal, ANEP Company Africa, sous l'entité ANEP Company Africa. Elle est présente en Côte d'Ivoire, ANEP Company CI, Burkina Faso, ANEP Company BF, Bénin, ANEP Bénin. Voilà. Donc dans chaque pays j'opère et pourtant je ne suis pas résident, je ne suis pas partout en même temps. Donc par procuration, comme j'ai dit auparavant, ça peut se faire. Même si vous n'êtes pas résident, c'est la société en fait, qui est une personne morale. Donc c'est l'adresse de la société qui va compter. Il y a le service de domiciliation qui peut se faire par les notaires, qui peuvent bien vous inscrire avec une adresse postale, tout simplement, pour créer la société.
Donc voilà pour la première question. Pour la deuxième question, après, bon, pour compléter, en ayant une entité française, moi quand j'ai commencé en tant que structure suisse seulement. C'est par la suite que le développement a pu se faire. Mais avec juste l'entreprise suisse, j'ai pu justement importer pour vendre. Après, c'est pas parce que vous avez une structure basée en France qu'il vous faut un dépôt, un bureau ou quoi que ce soit. C'est un peu comme un métier d'un trader qui vend du pétrole, il ne voit pas le pétrole, ça passe pas chez lui. Donc à partir de votre structure française, vous pouvez déjà commencer à importer et vendre, et pourquoi pas faire les deux en même temps. Mais dans l'idéal, c'est mieux d'avoir une structure ici et là-bas pour la partie opérationnelle en Afrique. Du coup, ici, en France, vous préconisez pour le début quel statut juridique? Est-ce qu'on peut commencer en société? Je sais pas Alors, je vais reprendre sa question. Ouais. Alors, elle demandait sous quel statut serait l'idéal pour créer sa structure en France. Ça va dépendre du profil. Si vous êtes seul ou si vous avez des associés potentiels, mais je recommande le SASU, si vous êtes seul, sinon SARL, SAS, pardon, quand vous êtes deux, SAS. SASU parce que ça peut vous faire évoluer en SAS si peut-être sur le moment vous n'avez pas d'associés, et avec le temps vous voulez grandir, au lieu de créer une nouvelle structure en tant qu'indépendant à SAS, ça vous maintient en tant que fondatrice. Et comme ça, vous passez en SAS avec quelqu'un d'autre, vous restez quand même la fondatrice. Après la répartition des parts et tout, vous déciderez. Bonjour à tous. Elle est là. Oui, bonjour. Ma question est beaucoup plus au niveau du calibrage des différents fruits que vous exportez. Oui. Je voulais savoir si, de façon réglementaire, il y a un site où on peut se renseigner sur les différents types de calibrage qui sont demandés sur le marché, concernant les différents fruits, que ce soit les avocats, les mangues, les ananas, etc. S'il y a une réglementation particulière en termes de calibrage. Et ma deuxième question concerne particulièrement le fruit, la prune de Citer. Je ne sais pas si vous connaissez. La prune de Citer. En fait, au Cameroun, on appelle le cassis. Le cassis? Oui. En fait, j'ai remarqué que c'était représenté à grand frère en particulier. Comme les groseilles? Non, c'est un noyau avec des épines. Ah, ok. Oui. Je voulais connaître également parce que j'ai remarqué que c'était pas du tout mature, vu la façon dont nous consommons au Cameroun. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a également une réglementation concernant la maturité des fruits qui doivent être importés? Alors, la maturité des fruits dépend de l'importateur, parce qu'on a des importateurs qui disposent de chambres froides, qui ont la possibilité de stocker. Il y a des importateurs qui disposent de chambres de mûrissement. Une chambre de mûrissement, c'est une chambre avec, on va dire, des lumières ultraviolets. Il met le fruit dans une ambiance tropicale, on va dire, pour accélérer sa maturité pour le vendre. Donc, le niveau de maturité dépend vraiment de l'importateur. Pour les calibrages, ça c'est des cahiers des charges, il y a une réglementation, mais c'est par les certificateurs, c'est aussi par les cahiers des charges des clients. Là sur cette image par exemple, les cartons que vous voyez, on a du calibre 9. Calibre 9, on appelle ça dans notre jargon technique parce qu'il y a 9 pièces de mangue dans le carton. Donc l'ananas aussi, c'est un peu présenté de la même manière. Nous, on en parle dans notre formation aussi plus en détail. On vous met à disposition un cahier des charges de chacun de ces fruits pour que vous compreniez aussi comment ça marche, le process de conditionnement que ces superbes femmes nous font à chaque chargement. Et l'autre question, c'était la maturité, j'ai répondu. En fait, justement, au niveau de la maturité, est-ce que la maturité est imposée par c'est l'importateur, le vendeur? C'est l'acheteur qui impose son niveau de maturité. S'il a un canal de distribution qui est long, ça demande vraiment une maturité pas très avancée, il nous le dira, qu'il veut le fruit ferme, je veux bien la mangue ferme, non, je veux la maturité stade 2, stade 3, stade 4. Et il y a des images en plus avec un cahier des charges qui te montre bien. Donc nous,
on a les mesures qu'on Pour les fait. fruits qui ne sont pas du tout commercialisés par ces commerces-là, Les fruits qui ne sont pas commercialisés, par exemple, la fruit de citer, on ne le retrouve qu'en un seul endroit en France, et c'est rare de le trouver également à grands frais. Pour ce genre de fruits, comment faire pour pénétrer le marché pour des fruits pas connus de base, mais qui sont consommés par une communauté? Pour un fruit qui n'est pas connu et qui est communautaire, ethnique, on va dire, ça demande déjà un travail marketing, le faire connaître. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire découvrir aux acheteurs potentiels avant de développer l'exportation. Et ça, c'est un peu le rôle des importateurs. De quelle manière c'est leur présenter des échantillons qu'ils testent, qu'ils valident. Voilà. Et en termes de coût aussi, est-ce que ça convient le consommateur final, qui sont en général des Européens, ou si c'est des boutiques ethniques, c'est plus une communauté... Parce que même une communauté africaine, il y a des marchés de niche. Ça veut dire un Camerounais, ce qu'il peut consommer au quotidien n'est pas forcément ce qu'un Sénégalais consomme. Donc il faut peut-être commencer à assurer ce produit-là auprès des Camerounais. Est-ce que tous les Camerounais consomment ce fruit-là? Est-ce qu'ils le connaissent déjà tous? Donc est-ce qu'il faut les faire connaître dans un premier temps, ensuite le populariser, ensuite en termes de prix, est-ce que ça les convient? Donc c'est plus, on est à un stade de projet à ce moment-là. Très bien. Madame, vous ne pouvez pas à vous seule poser 5 questions. Quand même, laissez les autres. Je suis désolée. Merci pour la patience. Monsieur, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous êtes prêt à prendre en compte 2 questions? C'est bon? 2 questions? D'accord, il n'y a pas de problème. Très synthétique, s'il vous plaît. Pardon? Oui, tout le monde le dit. Donc, voilà. 1 question, 2 questions, 3 questions, et puis il faut qu'il se repose aussi. Voilà, c'est important. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais vous féliciter, chapeau à vous. Merci. Seulement, en regardant votre profil, on peut trébucher par moments. Je le dis pourquoi? Parce que je ne regarde pas le succès sans voir tout ce qui a été fait depuis en amont. Par exemple, si moi je veux me lancer dans cette activité, quelle peut être, comment on appelle, la quantité minimale pour l'export et le coût minimal qui engrange pour ce circuit-là? Merci. Merci pour ta question. Pour limiter les risques. Je n'avais pas répondu à votre dernière question, ça me revient. Comment je fais pour éviter les déchets? Au fait, l'idée de la mangue séchée, c'était ça. C'est quand on exportait, on triait beaucoup. Par exemple, là, sur cette image, on sélectionnait les calibres selon le besoin de l'importateur et on constatait qu'il y avait beaucoup de tri. On s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose à valoriser, à notre échelle en tout cas, et on les transformait en mangue séchée, du coup, pour l'exportation. Après, on est aussi dans un projet de valoriser les déchets, ça veut dire que tout ce qui se gâte au fait en produit bioénergie, donc engrais, on est vraiment dans cette réflexion. On a vraiment l'idée de valoriser au mieux possible tout ce qu'on n'arrive pas à exporter. D'ailleurs, on fait de l'exportation de fruits catégorie 2, donc ce qui n'est pas exportable dans d'autres pays de la sous-région. Ça veut dire que j'exporte au Ghana par exemple, qui sont des pays assez industrialisés, qui font beaucoup de purée, de mangue séchée aussi. Donc on a tendance à exporter les marchés marocains aussi, qui achètent pas mal les catégories 2 de nos fruits exotiques qu'ils ne produisent pas. Désolé, ça m'était sorti. Et pour répondre à votre question, la quantité minimale c'est 500 kg. Je pense que je l'avais précisé juste avant. Voilà, c'est une palette. Aujourd'hui, un importateur, quel que soit son niveau, quand il veut demander une commande de test, un échantillon, peut-être pas un échantillon, on va dire un essai, commande de test d'exportation, c'est ça, c'est une palette. C'est à peu près 500 kg, c'est 88 colis, 528 kg je pense de tête. Voilà, et en termes de valeur pour la mangue, on peut commencer avec 1500 euros. Après, sans parler des charges, des frais de création de société, administratifs, tout ça. Donc, rajouter une couche de sécurité toujours dans les affaires, c'est important. Et 2000 euros,
2000 euros, 3000 max. Voilà, vous pouvez vous lancer. Y compris les frais d'avion. Après, le transport, après il faut compter le transport. Le transport, c'est plus cher que le produit. En général, quand on achète le produit, 70% c'est la valeur du transport, si c'est par voie aérienne. Donc on peut parler de 3000 euros souvent. Mais en général, après ça va dépendre, il y a des importateurs, ils couvrent le transport. En général, quand ils commencent. Ils savent que déjà, la marchandise qu'ils vont recevoir a potentiellement de la valeur, même si elle n'est pas peut-être top pour un débutant, peut-être la moitié du produit, s'il le vend, il rentabilise son coût de transport. C'est à négocier, c'est quelque chose, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de dire le transport, vous avez la possibilité de le couvrir. Si je vous comprends bien ça, que c'est lié plus au terme que vous avez évoqué aux incoterms. Avec les incoterms, exactement. En FOB, vous vendez en FOB. D'accord, merci. Avec 1500 euros, vous pouvez. Merci. Première question. Oui, bonjour, donc moi c'est Ravissi, je suis d'origine sénégalaise et bravo pour votre... sénégalaise. Donc bravo pour votre parcours. Moi je suis dans le domaine des produits naturels aussi, donc votre activité du coup me parle bien. En termes de livraison, comment ça se passe en fait du coup sur place quand les marchandises arrivent? La palette, elle est livrée en fait à plusieurs clients ou il faut un seul client pour la palette? Donc à ce niveau-là, comment c'est dispatché? Et puis j'aimerais savoir quels sont vos clients. Est-ce que vous avez tout un réseau? Est-ce que nous, si on veut développer cette activité-là, est-ce que vous nous orientez? Est-ce qu'il faut faire beaucoup de prospection? Où sont les clients en fait? Ouais. Merci. Alors, merci à vous. Pour votre première question, alors, nous, on ne fait pas les dispatchs. En fait, nous, on s'occupe d'assurer la livraison en général jusqu'au port de destination. Voilà. C'est très rare que je m'occupe du dédouanement et livraison jusqu'au client. Ça demande beaucoup de travail pour un seul client en général. Mais ce sont les clients importateurs donc, qui s'occupent, eux, de recevoir. Si on parle d'un conteneur, par exemple, c'est 24 palettes. Ils les reçoivent en totalité et ils font la distribution chez eux. On va dire, aujourd'hui, ma clientèle, ce sont les centrales d'achat. On prend le cas de Carrefour. En Ile-de-France, ils ont donc leur centrale d'achat. Ils reçoivent 24 palettes, 48 palettes, 2 conteneurs. Et ils dispatchent par palette à Carrefour Paris, Carrefour Marseille, Carrefour Lyon, Carrefour Bordeaux. C'est comme ça que ça fonctionne, les centrales d'achat. Et au fur et à mesure, c'est eux qui gèrent avec leur chambre froide, chambre de mûrissement, selon ce que chaque supermarché a besoin en termes d'approvisionnement. Donc c'est comme ça que ça marche. Et l'autre question, c'était... En fait, il y a des petits clients, il y en a qui prennent juste une palette. Après, il y en a. Après, moi, je travaille avec ceux qui sont au sommet de la pyramide. Ce sont les importateurs, la grande distribution, qui prennent à peu près peut-être 70% des volumes, en termes de volume. Après, bien sûr, vous avez la capacité de cibler des marchés de niche. Le bio, par exemple, c'est très intéressant. Vous avez des bonnes marges. Et ça, ce sont plutôt des grossistes qui importent des fois selon certains produits. Donc, les grossistes qui travaillent avec les restaurations collectives, c'est peut-être les cantines dans les crèches, dans les universités, ou les cantines dans les entreprises aussi qu'on peut trouver, ou les marchés hebdomadaires, c'est ceux qui vendent par carton, comme ça, c'est ceux qui sont, on va dire, dans la partie intermédiaire de la pyramide. Et tout en bas de la pyramide, c'est les détaillants, c'est ceux qui vendent justement à vous, consommateurs. Très bien. Il y a 2 dernières questions. Madame, j'ai vu votre main, je viendrai vers vous. La dernière et la dernière pour Madame, et on arrête là, s'il vous plaît. Je vous félicite d'abord pour ce que vous êtes en train de faire. Et moi, je suis de la RDC. Je pourrais dire investir ou créer une entreprise en RDC, c'est possible. Oui. C'est pas impossible, c'est compliqué, mais c'est possible. Parce que moi, j'en fais partie, mais comme vous l'avez dit aussi, par procuration, si vous avez quelqu'un de confiance et vous avez aussi l'œil là-dessus,
Moi, j'ai 1000 hectares à Bukangalonzo, donc à 250 km de Kinshasa. Il y a des vergers. Je suis de verger. Je sais que c'est pas facile parce que quand on commence l'activité, on veut du coup produire en même temps, mais le verger, ça prend du temps. Là, je suis à ma 3e année. Je pense que la production, ça vient à partir de 5 ans. Mais entre-temps, de quel produit? Il y a la mangue, il y a des avocats, il y a de citron, voilà, un peu de tout. On a fait une sélection. Mais ça demande l'investissement, vraiment. Mais entre-temps, dans des distances, on a mis aussi de manioc. Il y a aussi le moringa, je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent. Moringa qui est très nutritionnel, qui remplace le soja. Et on a le partenariat avec une association allemande qui fait le travail des enfants mal nourris. Donc c'est eux qui achètent pour nous le moringa pour nourrir les enfants auprès des autres centres de santé. Donc c'est ça qui nous permet au moins de survivre, de faire tourner l'activité en attendant les 5 ans pour que nous puissions aussi récolter notre fruit. Mais c'est juste, ça sera d'abord une consommation locale et après, avec l'expérience aussi comme de vous et des autres, on verra comment est-ce qu'on peut se lancer aussi à l'exportation et pour vendre aussi nos produits ailleurs. Mais je sais, c'est l'Afrique, hein, partout en Afrique, pour investir, c'est pas facile. Surtout quand ici, on est des Africains, mais chez nous, on est des Européens. Donc quand on vous voit déjà, et il y a d'autres personnes où ils vous demandent l'argent, il n'y a pas de preuve. Comme en administration, de fois, il n'y a pas de... Bon, est-ce que je peux avoir tel document? Oui, mais vous donnez l'argent, il n'y a pas de preuve. Entre-temps, on a aussi la comptabilité, il faut justifier. Donc voilà, mais au moins si vous avez une personne de confiance, comme moi souvent, on est ensemble, mais moi je me mets en 2e position, on ne me le voit pas souvent, mais c'est la personne qui est au Congo, qui fait les démarches et tout, et des fois on est ensemble, mais je ne me fais pas voir. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on progresse petit à petit, et ça va. Et la personne aussi, comme elle a la facilité de venir un moment ici, on fait le tour, de fois moi j'y vais. Donc voilà, c'est possible avec procuration, mais c'est pas aussi, il faut avoir des nerfs solides. Donc il y a toujours les hauts et les bas, mais qui ne risquent rien à rien. Merci. Ok, je vais donner le micro à la dame qui levait la main depuis, et ça sera vraiment la dernière. Sinon, je crois que... on va pas s'en sortir. Je sais que le domaine de la mangue est très réglementé. Parce que moi, j'ai eu à visiter l'usine de Ferquier et du coup, j'ai voulu importer, mais la documentation, comment il faut faire? Parce que je sais qu'il faut avoir un agrément, et comme au niveau des Ferquier, c'est les Italiens qui ont toute la procédure là-bas, c'est très compliqué. Donc, si vous pouvez nous parler un peu les Italiens? Non. En fait, moi que j'ai j'opère beaucoup à Ferquier. Il y a 26 acteurs. D'accord. Et la plupart sont africains. Moi, il y a peut-être 3, 4 peut-être qui sont européens. C'est les plus gros, certes, parce qu'ils ont aussi les moyens. Et la plupart, ce sont des entreprises qui sont là depuis l'époque coloniale. Voilà. Mais aujourd'hui, les plus gros exportateurs de fruits, ce sont des Libanais et des Français. Au Sénégal, Côte d'Ivoire. Voilà. Et pour avoir l'agrément, quel est le parcours? L'agrément, c'est une démarche administrative, tout simplement. Mais non, je pense que c'est pas compliqué. Côte d'Ivoire, justement, c'est... Moi, personnellement, je suis sénégalais, mais c'est là-bas où je me sens plus à l'aise à travailler. Donc... Monsieur Yann, merci beaucoup. Merci à vous. Merci énormément.
énormément pour votre patience. On va avoir pris la peine de répondre à toutes les questions avec beaucoup de calme. Vous souhaitez présenter la formation, s'il vous plaît. Je mets le chrono. Donc, ma vie hier, je suis Karina, donc je travaille avec Aziz. Je voulais juste en fait réexpliquer un petit peu la formation, parce que vous avez vu le flyer en fait avec vous, mais je voulais quand même donner des petites précisions et expliquer en fait ce qu'on fait finalement. Moi je vais juste, ne t'inquiète pas, je vais faire 4 micros, même 3. Donc en fait on a créé une école en ligne, donc en fait on propose 2 formations. Une formation de groupe, d'ailleurs la prochaine elle est le 21 et le 22, donc il y a déjà 2 élèves qui se sont inscrits, vous pouvez lever la main déjà, voilà, ici, qui vont faire la formation de groupe. Donc c'est une formation en visioconférence, directement avec Monsieur Ndiaye et moi, où effectivement il partage son écran, il vous explique vraiment tout sur l'exportation en général. Mais c'est pas une mauvaise formation, c'est une formation de groupe, vous pouvez poser vos questions, il répond vraiment à toutes les questions, il vous montre en fait finalement une base de données fournisseur d'ailleurs, avec toutes les informations légales, réglementaires, etc. Ensuite, on a une formation individuelle. Donc là, c'est différent. On a une école en ligne en fait, où vous avez 12 heures de formation enregistrée par Monsieur Ndiaye, où il montre aussi finalement son écran, il vous montre ce qu'il faut faire, les recherches qu'il faut faire. Vous pouvez faire vraiment en même temps que lui, vous pouvez apprendre à votre rythme. Voilà. Ensuite, quand vous avez terminé effectivement les 12 heures de vidéo, vous avez toujours une interaction avec Monsieur Ndiaye par visioconférence où là, effectivement, il va écouter votre projet personnel et il va vous guider finalement par rapport à votre projet et écouter finalement si vous souhaitez faire de la mangue ou autre chose et il va vous orienter par rapport à ça. Vous donner effectivement les numéros utiles et le petit avantage de cette formation-là, donc c'est celle qui est présentée sur le flyer que vous avez. On vous donne en fait accès à des carnets d'adresses avec des clients potentiels, donc 2 carnets d'adresses avec des clients que vous pouvez contacter directement pour proposer vos services d'exportation. Et vous avez effectivement la base de données des fournisseurs qualifiés, qui sont des fournisseurs finalement qui sont voilà, fiables. C'est très important pour éviter effectivement de perdre de l'argent et de faire des commandes qui ne sont pas en fait bonnes à l'arrivée. Voilà, et vous aurez toujours un accès, que ce soit la formation de groupe ou individuelle, vous avez toujours un accès à un groupe WhatsApp. C'est-à-dire que là, par exemple, Monsieur Ndiaye a commencé à former déjà depuis 2 ans. Les anciens élèves sont toujours sur ce groupe-là. Vous pouvez continuer en fait tout au long en fait finalement de la vie de ce groupe WhatsApp-là à poser vos questions. Si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter. On reste toujours en fait en lien ensemble finalement. Nous, on a des retours d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne. On a en fait des avis. Finalement, vous pouvez écouter en fait en vidéo les avis des personnes qui ont déjà fait la formation et qui ont tous des bons retours. De toute façon, c'est vrai que vous aurez accès au groupe WhatsApp. Donc, dans tous les cas, s'il y avait quelqu'un qui n'était pas content, il le dirait et vous pourrez poser vos questions, discuter avec les anciens, savoir en fait finalement combien ils exportent actuellement et autres. Voilà. Merci. On l'a respecté, hein. J'aime bien quand les gens sont pris par le temps. Donc vous pouvez avoir très vite, comme ça c'est cadré, c'est parfait. C'est parfait. Monsieur Aziz, également, pour une photo quand même. Et puis, Madame Doriska, vous allez vous préparer pour qu'on prenne la photo. C'est quoi le coût de la formation? Oui, le coût de la formation. Alors, le coût de la formation, donc en fait, c'est une formation qui est éligible au CPF d'ailleurs, que ce soit la formation de groupe ou individuelle. Donc la formation de groupe, bon, on était sur un prix exceptionnel qui est terminé, parce que du coup, je le dis parce que les 2 qui se sont inscrits ont profité de ce prix exceptionnel. Mais aujourd'hui, elle est à 990 €. Payable en CPF ou en 2 fois pour cette formation-là. Pour la formation individuelle, elle est à 1499 €, payable en 4 fois sur notre site internet. Ou c'est vrai qu'il y a un surcoût quand même avec le CPF, elle est à 2000 €, parce qu'effectivement on a des frais sur le CPF qui sont non négligeables. Donc effectivement, vous pouvez en tout cas la financer à 100% avec le CPF. Ou en 4 fois sans frais. C'est la promo. Très bien. Merci beaucoup Annette, merci beaucoup pour cette première intervention. Apparemment qui a manifesté beaucoup d'intérêt, mais vous pouvez applaudir vu le nombre de questions et encore il fallait limiter.
Merci beaucoup à vous. En plus, il est venu spécialement de la Suisse. Wow. Pour ça, oui. Oui. Donc, merci beaucoup.